malaria, grippe aviaire, choléra, Ebola, coronavirus. L'OMS a toujours la position dominante en matière de santé et malheureusement les États se sont ralliés à cette position dominante en donnant une contribution financière. Donc chaque État donne une contribution financière pour que l'OMS puisse fonctionner. Donc moi je pense quand même que perdre sa souveraineté financière c'est quelque chose de grave, mais perdre sa souveraineté en matière de santé c'est pire, je pense, c'est pire encore. Donc il faut vraiment que les gens gardent ça en tête. Et justement, en parlant de l'OMS, elle vient de rédiger un plan d'action mondial pour les vaccins, pas pour la santé des gens, mais pour les vaccins. Et donc ce plan, qui doit courir entre 2011 et 2020, et ça s'appelle la décennie des vaccins. Quels sont les objectifs stratégiques de l'OMS pour le monde entier? L'objectif 1, tous les pays s'engagent à faire de la vaccination une priorité. 2, les individus et les communautés comprennent la valeur des vaccins et exigent les vaccinations à la fois comme un droit et comme une responsabilité. Donc ici, je pense que ça relève de la manipulation parce que l'OMS invente l'idée que tout un chacun va réclamer une vaccination. Alors qu'on sait bien aujourd'hui que les gens commencent à comprendre qu'il y a des difficultés par rapport au risque des vaccinations. Et donc voilà, je pense qu'il y a là un glissement de mots qui est quand même dangereux. Il y a un état d'urgence, mais il y a aussi une loi martiale. Car nous sommes tout de même privés de nos libertés. Nous sommes obligés de remplir des feuillets pour justifier justement de tous nos faits et gestes. Et la problématique aujourd'hui n'est même pas le coronavirus, c'est-à-dire le Covid-19. Mais la problématique, c'est de savoir où est-ce qu'on va avec toutes ces mesures d'austérité et surtout de privatisation de nos libertés. Aujourd'hui, la question ne se pose pas encore parce que nous sommes encore sous confinement par rapport au Covid-19. Je pense plutôt que l'OMS aujourd'hui est un gouvernement mondial de la santé. Car avec les lobbies qui siègent aujourd'hui dans la majorité des postes importants dans tous les pays, il s'avère que nous n'avons plus réellement le choix en matière de santé. La politique qui se mêle aujourd'hui à la santé et qui impose aux citoyens et au peuple des vaccinations obligatoires. Oui, ces questions sont malheureusement, on ne peut que le dire, relativement claires. À qui cela profite-t-il? Cela aussi est déjà clair. Cela sert notre mafia pharmaceutique mondiale bien connue. Un cartel d'entreprises dont les ventes se chiffrent en dizaines de milliards de dollars chaque année. Si vous y réfléchissez un peu, je pense que vous arriverez à la conclusion qu'un moyen de faire l'argent, ce n'est probablement pas par un service aux personnes sérieux et compatissant, mais que d'autres choses sont nécessaires. Et ces autres choses, c'est d'inventer des médicaments qui rendent les gens malades, qui n'améliorent pas la santé, mais qui la mettent plutôt en danger. Il y a eu des plaisanteries à ce sujet à maintes reprises au cours des dernières décennies. Mais aujourd'hui, plus personne ne rit. Et le fait est que, manifestement, ce cartel a pénétré dans les institutions. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, les instituts universitaires et ainsi de suite. Comment dirais-je? Qu'il s'est frayé un chemin à travers ses lobbyistes et son personnel, qui peuvent être achetés tout simplement en leur offrant de faire des discours bien payés, qu'ils font et encaissent ensuite 20 000 $ ou euros par heure. En quelque sorte, cet argent ne reflète pas ce que cet homme ou cette femme peut dire de grandiose. Et cela, les Clinton, mais aussi un Gerhard Schröder le savent. Et cela passe comme frais généraux, pour ainsi dire des pots de vin payés avec effet rétroactif. Alors, que se passe-t-il? Ces personnes ont fait une réunion anticipée le 18 octobre 2019. Ils ont simulé un syndrome pulmonaire à coronavirus. C'est comme ça que ça s'appelle, un CAPS, C-A-P-S, qu'ils ont joué à New York dans un hôtel. Il y avait des caméras et ils ont présenté les différents participants. Il y avait aussi un participant chinois,
Non pas que l'on pense que la Chine est complètement innocente et qu'elle est frappée par de mauvais Américains. Non, un Chinois d'une organisation de santé s'est assis à la table avec un ancien assistant d'un homme de la CIA à la Maison-Blanche. Donc, tous des hauts placés, mais pas officiellement. Ce n'est pas le directeur adjoint de la CIA ou quelque chose comme ça, mais quelqu'un qui a déjà exercé cette profession. Il y avait aussi un haut placé de la Lufthansa d'ailleurs. En d'autres termes, nous pouvons supposer que Mme Merkel était au courant. Ces choses sont claires. 15 personnes plus quelques autres en arrière-plan ont fait valoir que cette épidémie de coronavirus, qui a été démontrée dans le cas simulé, s'est développée plus lentement que l'épidémie actuelle, mais qu'elle causerait 65 millions de morts. Et lorsque l'épidémie de coronavirus a réellement débuté en Chine, l'université Johns Hopkins s'est empressée d'expliquer que cela ne correspondait pas au cas simulé de ce qui se passe en Chine et qu'on supposait un nombre de morts très élevé. Cette explication est toujours présente sur Internet aujourd'hui, tout comme la liste complète. Il y a une dame, par exemple, une madame Jane Hulton, d'Australie. Elle est membre du conseil d'administration de l'ANC, de la Banque d'Australie et de Nouvelle-Zélande. C'est la 4e plus grande dame en Australie. Elle était auparavant, avouons-le, ministre des Finances et ministre de la Santé, l'un après l'autre, bien sûr, au sein du cabinet australien. Donc, si vous avez des questions sur la façon dont le cartel mondial des entreprises de la santé est lié à la mafia financière, au cartel mondial des institutions financières et des banques, vous pouvez le voir chez une telle personne dans une telle réunion. Il y avait d'autres institutions financières. Tout cela est très très intéressant et ils gagneront énormément d'argent. Et qui, si je peux intervenir, qui organise une telle chose? Qui invite à une telle chose? Je pense que c'est dans le plan global. L'objectif est assez clair. Il s'agit d'un soi-disant nouvel ordre mondial, un New World Order. Il s'agit là d'un gouvernement global qui règne sur tout. Et des choses comme l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique sont déjà des solutions intermédiaires sur la voie de la réalisation de cet objectif. Nous, Européens, en sommes particulièrement conscients. Après tout, en tant qu'Union européenne, nous avons été fondés uniquement parce que l'Union européenne est, pour ainsi dire, liée à Washington et doit lui obéir. Elle est maintenant un peu désintégrée ou un peu perturbée par M. Trump et les tiraillements qui l'entourent. Mais ça ne signifie pas que tout le plan a disparu ou quelque chose de ce genre. Mais seulement que l'État dit profond, qui commande aux États-Unis et qui empêche M. Trump, par exemple, de retirer ses troupes d'Afghanistan et de Syrie, ou, comme cela a été expliqué à 2 reprises, d'inviter M. Poutine à la Maison-Blanche. Mais s'il ne peut pas faire ça, il ne doit pas le faire. Vous ne pouvez pas voir plus clairement qui commande réellement à Washington. Ces gens disent ensuite aux Européens et aux autres pays dans quelle direction aller. Dans ce contexte, on montre clairement comment faire pour que la population, et cela s'adresse aux brebis endormis parmi nous, qui ne sont toujours pas réveillés aujourd'hui, comment faire pour que la population obéisse de bonne foi, même aux directives gouvernementales les plus absurdes. C'est seulement de cela qu'il s'agit. Toutes ces mesures sont efficaces. Elles maintiennent la population dans la peur et l'anxiété et aussi dans une certaine obéissance. Et c'est ce que veulent les gouvernements. Et une telle épidémie est tout simplement fantastique. Beaucoup de gens ne sont pas nécessairement dans la plus grande panique à propos du virus. Mais beaucoup ont maintenant peur des conséquences économiques de ces mesures douteuses, comme vous l'avez dit plus tôt, prises par le gouvernement. Maintenant aussi en Allemagne. Aujourd'hui, on a dit dans les nouvelles, les magasins sont désormais fermés à l'exception des épiceries, des pharmacies, etc. Que pensez-vous de cela économiquement? Quelles en seront les conséquences pour nous? Le fait est que c'est relativement peu coûteux, c'est-à-dire pas de mesures répressives sans, comment dirais-je, cogner aux portes des gens à 5 heures du matin ou les traîner dans un camp de prisonniers comme c'était la coutume sous Staline, et en utilisant simplement la pression économique et sociale pour forcer la population à obéir. Et toute cette frénésie autour du coronavirus convient parfaitement à cela. Je voudrais juste dire 2 choses très brèves à ce sujet, afin que nous sachions où nous en sommes. Si vous n'aviez pas peur de la grippe, vous n'avez pas besoin d'avoir peur du coronavirus. C'est un point.
Et l'autre point est que celui qui vit en bonne santé, qui prend des vitamines, fait du sport, les célèbres aides, je les ai énumérées, ainsi que les miennes sur mon site web Christoph Hörstel. J'en ai parlé dans ma rubrique hebdomadaire sur ma page YouTube. La dernière s'intitulait « La conspiration du coronavirus ». Cela en dit long. On amène la population à obéir, mais la population peut faire quelque chose contre. Et c'est ce qu'ils font de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte que c'est fou ce qui se passe. Comment en est-on arrivé là à cause de quelques cas non expliqués d'un certain quelque chose? On ne sait pas exactement ce que c'est. Puis on commence à faire des recherches et on se dit « toute la théorie des virus de notre médecine officielle n'est qu'une hypothèse de travail ». Cette hypothèse présente un défaut, un petit défaut, mais qui est grave. Elle n'est pas prouvée. Et cela montre clairement ce que les entreprises veulent vraiment, faire de l'argent, faire de l'argent. Et ça fonctionne avec l'épidémie. Cette situation est particulièrement préjudiciable à l'économie de la classe moyenne. Et que cela apprenne à obéir et à supporter ces dommages, c'est le privé qui paye les dégâts, même si Mme Merkel propose maintenant des prêts, comme elle l'a encore fait aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il s'agisse de cadeaux, mais ces prêts, ils doivent être remboursés, ce qui est en fait une autre obligation. Même les entreprises saines et sans dette peuvent être livrées à notre cartel financier de cette manière, notamment par le biais des intérêts, par exemple, par des exigences de remboursement. Voilà, les choses telles qu'elles sont. Et la population est obligée d'obéir, si nécessaire par la force, la police. Et on y arrive très bien avec le coronavirus. C'est pourquoi c'est un remède tout à fait bienvenu. C'est la raison pour laquelle une rencontre préalable a eu lieu. Et quand je regarde tout ça, j'ai l'impression qu'avec le coronavirus, nous avons maintenant une propagation plus rapide et moins de décès. C'est déjà une conséquence de cette rencontre préalable du 18 octobre 2019 à New York par l'université Johns Hopkins et son institut pour la sécurité sanitaire. Car ils viennent de le remarquer. Oups, il y a trop de gens qui meurent. Ce n'est pas favorable et les personnes à l'origine d'un tel événement, par exemple Bill Gates avec sa fondation Bill et Melinda Gates et d'autres grands donateurs, ils disent « D'accord, il va falloir réajuster un peu ». C'est ce qu'ils ont fait maintenant, une propagation plus rapide avec moins de morts. L'Organisation mondiale de la santé est pour beaucoup d'analystes une menace croissante pour la santé et surtout pour les libertés des gens. Et le fait d'analyser la situation avec l'OMS va permettre aux gens de comprendre pourquoi ça bouge si peu en matière de vaccination. Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que les politiciens nationaux ont tellement peu de liberté en matière de vaccination? On l'a vu avec le H1N1, c'est suite à l'alerte 6 de l'OMS que la production de vaccins a été déclenchée. On l'a vu aussi que quelques mois avant le déclenchement de cette alerte maximale 6, l'OMS avait modifié ses critères de définition de pandémie pour les assouplir. Mais là, on va parler surtout aujourd'hui de leur plan, de leur stratégie, parce qu'ils font beaucoup de stratégies décennales de la vaccination. On est déjà assommé matin, midi et soir par des publicités vaccinales, on est culpabilisé parce qu'on ne serait pas assez altruiste si on ne se fait pas vacciner. Et là, l'OMS nous parle de ses objectifs stratégiques pour la période 2011-2020. Et c'est extrêmement inquiétant. Parce qu'on voit bien que la pression va aller en s'intensifiant sur les populations, mais également sur les États. Parce que les États sont invités à mettre sur pied une législation pour qu'il y ait une ligne budgétaire fixe de façon à financer les vaccins en permanence, indépendamment de leurs risques finalement. C'est financer les vaccins pour financer les vaccins. Il y a vraiment une idéologie là-dessous et c'est assez effrayant. Alors l'OMS dit qu'il faut accéder à toutes les populations pour leur faire jouir des bienfaits de la vaccination et cela quelle que soit leur zone géographique, leur handicap, leur âge. Donc voilà, on voit bien dans cette position qu'il faut vacciner à tout prix sans aucun égard pour la particularité des individus, chacun et de leur système immunitaire. Alors, il est également dit dans le document de l'OMS qu'ils veulent générer de la demande. C'est extrêmement préoccupant parce que si les vaccins étaient si salutaires et qu'ils étaient gages de santé, eh bien, la population n'aurait pas besoin qu'on génère de la demande et réclamerait toute seule les vaccins. Alors, l'OMS nous dit notamment ceci. C'est important que vous alliez voir dans les documents officiels parce que c'est là que se trouvent les réponses. Générer de la demande de la part des individus, des ménages et des collectivités nécessitera de faire un usage plus efficace des plateformes classiques
et de recourir à de nouvelles stratégies pour faire connaître les bénéfices de la vaccination, mettre en avant celle-ci comme une composante clé du droit à la santé et inciter à une plus large utilisation des services. Les nouveaux efforts pourraient tirer parti des médias sociaux et des démarches du marketing commercial et social pour promouvoir la vaccination et répondre aux préoccupations. Il est bien évident que ça va répondre aux préoccupations des fabricants qui ont des liens étroits avec l'Organisation mondiale de la santé et qu'on ne va pas répondre aux préoccupations réelles de santé publique avec du marketing commercial, ça va sans dire. Alors l'OMS donne également des chiffres de montants déjà dépensés pour la vaccination dans les pays pauvres. Et je pense que c'est aux alentours de 60 à 80 milliards de dollars, ce qui est une somme absolument faramineuse, pour les années 2000-2010. Dans le même temps, je vous rappelle qu'il y a quand même 1 milliard de gens sur Terre qui n'ont toujours pas de l'eau potable. Au niveau des gens qui souffrent de la faim, je crois que c'est un peu moins d'1 milliard de gens sur Terre, mais ce sont des chiffres effrayants compte tenu des sommes monstres qui sont dépensées pour vraiment arroser littéralement ces pays pauvres de vaccins, alors qu'ils n'ont même pas l'essentiel pour nourrir leur système immunitaire et pouvoir survivre au quotidien. Alors l'OMS veut également transformer la vaccination, qui est déjà une obligation dans toute une série de pays, en droit. Vous voyez, ça c'est vicieux parce que transformer une obligation en droit, ça consiste finalement à ce que un grand nombre de gens finissent par aimer leur chaîne. Il faut bien se rendre compte que l'OMS est financée avec l'argent des contribuables. Ce sont les pays membres, c'est-à-dire quasiment tous les pays du monde, à l'exception du Vatican et du Liechtenstein, qui sont membres de l'Organisation mondiale de la santé et qui financent cette organisation avec la contrainte que ça suscite pour les populations. Donc il faut s'interroger sur ce qu'on accepte de donner à une organisation finalement qui finit par nous oppresser, nous désinformer. Alors par rapport à l'OMS, ce qu'on peut également ajouter, c'est que dans leur plan mondial d'action pour les vaccins, remarquez bien, pour les vaccins, pas pour la santé publique, ils considèrent qu'on sera vraiment dans le siècle des vaccins, alors ils considèrent également que tout le monde doit être vacciné, ça je l'avais déjà dit, mais que la population doit donc mieux comprendre les bénéfices et les risques. En matière de risques, on peut quand même pas dire que l'OMS informe loyalement la population sur le sujet, puisque finalement ils nient tout. Ils nient tous les problèmes en matière d'autisme, en matière de risque de cancer, etc. Quand ils admettent quelque chose, c'est pour faire le contraire. Par exemple, ils ont admis dans leur rapport numéro 747 de 1987 qu'il y avait un risque de malignité, donc c'est-à-dire en d'autres mots un risque de cancer, lié aux vaccins produits par génie génétique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs vaccins qui sont produits de cette façon, comme le vaccin de l'hépatite B, qui sont largement administrés à quasiment tous les nourrissons de la planète. Donc vous voyez, il y a une espèce de double discours qui est vraiment problématique dans le chef de l'OMS et qui, selon nous, fait que cette association n'a plus du tout la moindre crédibilité. Il y avait un livre qui s'intitulait l'OMS, bateau ivre de la santé publique. Je ne me souviens plus des auteurs, mais il était mis que l'OMS n'était plus qu'un bateau ivre, naviguant sans mettre à bord ni objectif clair sur un océan de corruption et d'inefficacité. Il faut que la population se réveille parce que les taux malheureusement se resserrent, les libertés diminuent. Vous savez qu'il y a toutes sortes de projets sur Internet pour, entre autres, déclarer comme étant une rumeur les informations qui ne plairaient pas aux officiels. C'est un projet de la Commission européenne pour soi-disant favoriser la fiabilité de ce que vous lisez sur Internet. En réalité, c'est pour formater l'information à laquelle vous aurez droit et pour éviter qu'un maximum de gens ne découvrent le poteau rose. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'Organisation mondiale de la santé. On peut également rappeler que cette organisation a entre autres des liens avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Elle avait refusé de révéler un rapport sur les dégâts monstrueux de l'uranium appauvri, ce qui pose aussi question sur le véritable objectif de santé que poursuit cette agence. Renseignez-vous, allez voir dans les documents, même si c'est aride et fastidieux, parce que c'est là que se trouvent les réponses à vos questions qui vous permettent d'agencer les pièces du puzzle et de comprendre pourquoi les dossiers n'avancent pas au niveau national. Évidemment, dans de rares cas, vous avez l'exception qui confirme la règle, comme par exemple avec la décision japonaise de suspendre la vaccination HPV, mais nul doute qu'ils doivent être sous des pressions monstres, y compris de l'Organisation mondiale de la santé, vu le mauvais exemple, qui est en réalité un très bon exemple, qui donne au monde entier. À bientôt.